Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Watch TV et sur Coupe-Fil, le magazine de l'art. Sur Watch TV, nous sommes très heureux de vous retrouver. Bonjour Pierre, bonjour Catherine. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît, bonjour Pierre. Bonjour Catherine. Voilà, alors le magazine de l'art sur Watch TV, Coupe-Fil, c'est pour vous faire découvrir l'univers passionnant de l'art contemporain et aussi plus largement, on couvre aussi des expos d'art moderne, d'art ancien, mais on est vraiment très content de vous retrouver avec des passionnés d'art afin de vous faire découvrir cet univers passionnant. Vous pouvez nous retrouver sur les box, vous pouvez communiquer avec nous pendant l'émission sur les réseaux sociaux via Watch TV, hashtag Coupe-Fil. Et puis voilà, alors on a aujourd'hui un agenda passionnant puisque nous discutons avec des artistes, mais aussi nous allons parler d'exposition et puis aussi de design. Absolument Benoît, effectivement on va commencer au cœur de la création contemporaine avec le duo Brognon et Rollin, donc David Brognon et Stéphanie Rollin, qui vont inaugurer une exposition à la galerie Barognan qui se trouve à Bruxelles, et l'exposition commence le 12 mars jusqu'au 18 avril. Ouais. Nous avons David en direct. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, donc David va nous parler effectivement de ce montage. Tout se passe bien pour le moment ? Tout se passe bien, tout est sous contrôle. Voilà, on est en train de terminer les dernières stations des pièces. Donc tout se passe bien, on avait bien préparé ça, donc pas de mauvaise surprise. Bon, donc, parfait. On va vous retrouver dans quelques instants. Ensuite, nous partirons à Vienne, en Autriche, tout en restant à Paris, à la Pinakothek, qui présente une exposition Vienne au temps de Klimt. Et puis nous partirons aussi au Palais de Tokyo pour voir le bord des mondes. Le bord des mondes, oui. Donc c'est la nouvelle proposition de plusieurs expositions au Palais de Tokyo. Et puis nous parlerons aussi évidemment actualité des galeries. Et puis nous aurons aussi un petit détour par le design et par Saint-Étienne, qui devient pour quelque temps la capitale mondiale. Peut-être voilà. Pas mondiale, au moins européenne du design, avec la Biennale de Saint-Étienne. Voilà, sommaire super Chargé. intéressant, et nous allons donc enchaîner après un petit jingle avec David. Donc nous revoici avec David Brognon, du duo David Brognon et Stéphanie Rollin. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on vous présente Brognon et Rollin, ou on donne prénom, nom à chaque fois. Est-ce que David et Stéphanie, c'est déjà bien. Voilà. Sinon, David et Stéphanie, donc, qui vont présenter de nouvelles pièces à l'exposition qu'ils inaugurent le 12 mars, donc dans 2 jours. Ouais, le vernissage est demain soir, mais l'ouverture est le 12. Ouais. Voilà, avec donc la proposition, elle s'appelle Highland. En 2 Exactement. mots, High comme le mois, et puis Land. Moi comme territoire. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez nous présenter sur cette exposition, dans ce lieu ? Alors en fait, on a travaillé donc sur il y a que des nouvelles pièces, donc qui ont été faites expressément pour cette exposition. Alors la pièce la plus effectivement emblématique de cette exposition s'appelle le Cosmographia. Donc c'est un défi un peu cinglé qu'on a fait avec Stéphanie en fait il y a 1 mois et demi. C'était de décalquer à l'échelle 1 l'île de Gorée au Sénégal. Voilà. Donc en fait, notre travail est essentiellement basé sur l'enfermement et les systèmes d'enfermement. Et là, on a poussé en fait cette recherche à l'enfermement géographique, qui, quand on se rend compte au fil des siècles que les îles ont toujours été des endroits de prison. Il y a que maintenant, il y a que 30-40 ans qu'on considère les îles comme quelque chose de paradisiaque, où il faut aller et où c'est très bien d'aller pour se reposer, se détendre, mais il n'y a pas si longtemps que ça, les îles étaient des lieux de cloisonnement, d'emprisonnement et de mise à l'écart social. Voilà. Donc notre travail là, notre défi, c'était de retracer, de prélever en fait toute la circonférence de l'île à l'échelle 1 à l'aide de calques
et d'envoyer chaque calque dans une enveloppe par la poste à l'adresse de la galerie. D'accord. Et là, pour cette exposition, puisque vous avez, durant votre carrière, vous avez touché à tout, on va dire, vous faites, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la sculpture, au moins de l'installation, vous avez aussi fait de la vidéo. Donc pour cette exposition, il y aura un peu tout ça ou... Voilà, il y aura des séries de photographies, il y aura donc l'installation, donc Island, donc les prélèvements qu'on a fait à Gorée, qu'on a envoyé par la poste. Il y aura des vidéos, il y aura des installations, voilà. Donc on s'est pas cloisonné un système ou une technique en particulier. On a sur toutes les thématiques qu'on voulait développer, on a essayé de trouver le médium le plus juste et le plus approprié au message ou aux recherches qu'on a fait. Les vidéos sont en rapport avec Gorée aussi ou non? Là vous êtes sur d'autres... Alors elles sont en rapport avec l'enfermement. Enfin, d'accord. Tout notre travail, et depuis très longtemps, tourne autour des systèmes d'emprisonnement, que ce soit mental, physique ou géographique. Donc là, en fait, ce sont des séries de vidéos qui s'appellent How to Spend Wisely Eternity, qui sont des vidéos en fait qu'un livre de Stefan Zweig et qui s'appelle Le joueur d'échecs nous a inspiré. Donc c'est cet enfermement mental dans un espace libre. Voilà. Donc ce sont des vidéos comme des tableaux vivants où en fait en temps réel je dérive sous un nuage en étant enfermé sous la taille exacte du nuage en fait. Donc c'est un rapport entre le temps cosmique et le temps personnel. Donc ça a été aussi une partie de plaisir de trouver le bon nuage. On imagine. Alors je pense qu'on va voir quelques illustrations. Alors, voilà, justement, pour mieux comprendre votre travail, alors ce ne sont pas des illustrations de ce qui va être présenté à l'exposition, puisque on n'a pas d'image, voilà, il faudra attendre un peu et aller voir l'exposition. En revanche, oui, on a récupéré quelques images de vos précédents travaux que vous allez pouvoir effectivement nous commenter, et notamment sur ce travail effectivement d'enfermement psychique pour certains, puisque là c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une table de shoot, c'est ça, qui a été utilisée. L'œuvre s'appelle La laine des statues. Des statues, voilà. Je vous laisse la commenter, par exemple. Alors, en fait, on a... Sur les systèmes d'enfermement, quand on regarde autour de nous, on est toujours enfermé par quelque chose. Alors, on a fait un travail il y a 3 ou 4 ans de ça dans un centre de shoot à Luxembourg, parce que les centres de shoot pour toxicomanes sont autorisés. Et on a fait un travail de bénévolat pendant 10 mois, d'où sont sortis plusieurs travaux, comme la série des lignes de destinée de toxicomanes en néon. Et en fait, au fur et à mesure de nos travaux de bénévolat dans cette institution, on a été très attirés par le mobilier en fait. Et il y a des tables en inox qui sont dessiné spécifiquement pour pouvoir se shooter. Donc c'est un peu sur le principe du mobilier de restaurant quelque part. Il faut que ça se nettoie assez vite pour des questions d'hygiène et tout ça. Et donc cette table, donc sur laquelle il y a cette haleine. Ça nous a énormément touché parce que c'était comme une espèce de coiffeuse. Le design était une pièce qui est extrêmement charismatique déjà dans son jus. Et donc on a fait toute une déclinaison en fait de pièces autour de cette table qui pour nous est, je veux dire, quelque part presque une signature. Et là, on a demandé à des toxicomanes de souffler sur une plaque de verre. Donc on a photographié cette plaque et ensuite on a fait faire un polymiroir à la main sur cette table en fait. Donc on se voit quelque part dans le refrain, dans le souffle de l'autre en fait. Voilà. Donc c'est toujours des pièces très synthétiques, mais il y a toujours une très grande histoire derrière. Je veux dire, on n'est pas dans la débauche de moyens visuels. Voilà, c'est pas vraiment la foire. Nos travaux sont très, c'est clinique. Mais à chaque fois, toujours une histoire, un concept. On fait du conceptuel humaniste, voilà, dans les grandes lignes. Oui, avec toujours le genre humain au milieu, en fait, au centre des préoccupations, puisque là, vous parliez de l'enfermement, mais effectivement, alors que ce soit enfermement mental, géographique, effectivement. On accorde une très grande importance à l'humain, mais on ne le montre jamais.
En fait, tous nos travaux, il n'y a pas de traces vraiment il n'y a pas de corps, il n'y a pas de visage, voilà, c'est vraiment toujours ces micro-détails, qui sont ces petites analyses et qui sont après, je vais dire, qui explose en fait. Voilà, on relève toujours des choses à côté desquelles les gens passent, hein, qui font pas attention. Et en fait, nous, on vient prélever ce petit diamant brut et on le polit et ça prend vraiment toute sa consistance en fait. Voilà, c'est un travail d'analyse sociale qui est très très compliqué et qui demande de l'engagement parce qu'on a travaillé en prison aussi, dans des centres de shoot. Voilà, on veut aller sur le terrain. On n'est pas des artistes d'atelier au sens, je vais dire, classique du terme. Oui, il y a vraiment une histoire autour de la pièce. La deuxième pièce que l'on a vue... Ce pied, avec le fil... Le fil en cuivre. Ouais. Alors ça, c'est une pièce qu'on nous a commandée pour une exposition en fait au musée Notre-Dame à la Rose à Lessines. C'est le BPS 22, donc un centre de création contemporaine qui nous a commandé cette pièce. Et en fait, le lieu d'exposition est un ancien hôpital qui a été ouvert en 1182 et a fermé fin du XXe siècle. Et donc cet hôpital a connu, je veux dire, dans le sens noble du terme, mais toute la misère de l'humanité en fait, que ce soit la peste, les guerres, enfin. Et quand on rentre dans ce lieu, on perd 10 cm parce qu'on est tellement que le charisme de ce lieu, c'est incroyable. Et donc du coup, le BPS nous avait demandé de créer une pièce spécifique pour cette expo, en nous inspirant de l'histoire, du lieu. C'est aussi un musée maintenant de la chirurgie, c'est un musée de la psychiatrie, donc c'est quelque chose qui est quand même très très chargé. Et donc il nous avait demandé une pièce pour cette exposition qui s'appelait Addenda. Et en fait, on a reproduit en fait d'après des plans une table de thanatopracteur qui date de 1890, qui est tout en laiton en fait, et sur lequel on a posé une corde de harpe qui a été utilisée. Alors il faut savoir qu'à l'époque, dans l'histoire de la chirurgie, ce sont les premiers fils de suture et des cordes en boyau qui sont exactement les mêmes que pour les cordes de harpe. Donc on s'est un peu lancé dans une recherche de musicalité du corps, de la plaie. Et donc cette corde qui est juste là posée, je veux dire, oui, comme un corps sur cette table de thanatopracteur, fait ce rapport entre justement la douleur, le repos et quelque chose quand même de très aussi contemplatif aussi, parce que ça dégage une très grande sérénité. Et cette pièce s'appelle le demi-soupir. Et dans la musique, le demi-soupir est un instant de pause entre deux notes. Donc effectivement, on pourrait même presque, si on va rechercher une seconde lecture, que quelque part le trépas est aussi un instant de pause pour autre chose. Longue pause. Alors peut-être juste, comment êtes-vous arrivé, comment cette association avec Stéphanie s'est construite? Est-ce que c'est depuis le départ ou pas? Et comment en êtes-vous arrivé à ce thème sur l'enfermement? Quel est le parcours et le chemin? Alors, c'est très simple. En fait, Stéphanie et moi, on s'est rencontrés en 2006. Et en fait, moi, je viens du graffiti. Donc, j'ai pas fait d'école d'art. Je suis purement autodidacte. Et Stéphanie, elle, venait de Chelsea, à Londres. Et on s'est rencontrés, en fait, parce qu'on travaille au musée d'art moderne à Luxembourg. Moi, je travaille comme régisseur des collections. Elle travaille là aussi. Donc, on s'est rencontrés. Et puis... il y a eu un match comme ça qui s'est fait. On avait beaucoup de points communs, on avait des angoisses communes, mais on n'y arrivait pas par le même chemin. Parce que nos histoires sont complètement différentes. Elle vient au niveau artistique, c'est un milieu, elle vient d'une école réputée. Moi, je viens de la rue, donc en fait, c'était très très. Les chemins étaient absolument pas identiques. Mais au fur et à mesure de nos discussions, on s'est rendu compte qu'on avait des angoisses communes, mais qu'elles n'étaient pas générées par les mêmes choses. Et donc voilà, donc on a suivi des discussions, et puis dans des créations de pièces, qui est la première qu'on a co-signée ensemble, c'est en 2007, 2008, et qui traitait déjà de l'enfermement déjà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi je ressens les choses.
parce que je vais au contact, j'ai pas spécialement peur d'aller dans des milieux où tout le monde est un peu genre oula, il faut pas aller. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup aller là-dedans. Puis je viens du street art, donc techniquement c'est voilà, on est un peu plus rodé à la voilà aux situations un peu plus dures. Et donc du coup elle théorise beaucoup. Donc en fait moi je ressens, elle théorise et puis voilà on se monte un peu en épingle comme ça avec des propositions, des contre-propositions, des théories, des contre-théories. Et ce qui est assez magique en fait dans notre duo, c'est qu'il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire que je vais pas lui laisser du terrain pour dire ok, la pièce elle est terminée, elle est bonne comme ça. Non, c'est jusqu'au bout du bout. Et quand on sent c'est que la pièce est finie, il y a ce petit running gag qu'on a entre nous qui fait genre mais ouais c'est ça. Et là, c'est une complémentarité quoi. Oui, vous êtes bien. Voilà. Mais qui est nourri parce qu'on voit pas les choses sous le même angle, mais on a des angoisses communes. Donc effectivement, c'est chercher comme ça et revenir, mais c'est très dur parce que je laisse pas de terrain et elle laisse pas de terrain. Donc c'est toujours cette espèce de jeu de pas d'avoir le dernier mot, mais voilà. Et donc ça demande d'aller chercher dans sa créativité, dans sa mémoire, dans ses souvenirs, dans son potentiel de conceptuel ou voilà dans ses angoisses aussi. Exactement, oui, mais moi je pense qu'en fait plus je vois certaines de mes pièces, plus je me rends compte que j'ai des angoisses que je soupçonnais pas en fait. Donc c'est un peu une thérapie pour moi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent quand même un espoir en dehors de vos angoisses? Oui, parce qu'en fait c'est toujours mon père m'a toujours dit pour transformer une chute en envol, il faut juste changer de perspective. Ah voilà, tout à fait. Et en fait j'ai toujours eu cette phrase en tête et effectivement les sujets qu'on traite sont pas spécialement funky. Voilà, on est. Non, voilà. Mais c'est lourd quand même. C'est des sujets qui peuvent être lourds. Vous voyez Jeff Koons? Eh ben c'est pas du tout ça. Non, on avait compris. Mais, on traite de sujets qui sont pas spécialement faciles. Claude Lévesque nous a toujours dit qu'on traitait les sujets d'une manière incroyable, mais que c'était toujours des sujets qui étaient toujours sur le fil, quoi. Parce que si on tombe sur le frontal, le misérabilis, le documentaire, c'est juste, voilà, ça n'a aucun intérêt. Il faut juste trouver ce petit détail dans des situations compliquées, dans des zones où les gens ne vont pas et qui ramènent à l'humanité. Voilà, on a dit qu'on a travaillé dans des centres de shoot, les gens étaient là genre wow, limite ils voulaient même plus me serrer la main parce qu'on pensait que... Mais quand on a sorti ces lignes de destinée en néon, les gens disaient ah ouais ok, et puis c'est des lignes de destinée de toxicomanes, ils sont là waouh. Alors du coup ils regardaient directement la leur pour voir s'il n'y avait pas potentiellement une espèce de ligne qui trahirait le fait qu'ils pourraient devenir... Voilà, donc en fait on essaie toujours de trouver le détail qui fait qu'on devient étranger dans le regard de l'autre, mais qui traduit d'une certaine manière, repart à l'universel et fait que quelque part on est tous relativement égaux, quoi. Voilà. Mais c'est un vrai, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver cette. Mais bon, c'est le challenge, quoi. Ce qui doit être aussi compliqué, c'est de ne pas tomber dans une espèce d'esthétique misérabiliste, justement, puisque quand on voit vos pièces, effectivement, qui ont un certain sens de l'épure, enfin, je repense à la laine des statues, mais effectivement, alors ça, on n'a pas d'image, malheureusement, mais les lignes de destinée, qui sont effectivement donc des lignes de la main qui sont reprises au néon, donc quelque chose de... on va dire très abstrait, enfin très esthétique en plus, mais sans voilà. Le plus dur en fait, le plus dur c'est comme dans tout, hein, c'est d'enlever, c'est d'arriver à l'essentiel. Voilà, donc notre travail effectivement, bon là on l'a déjà entendu, et c'est très rigide, c'est très carré, voilà il y a rien qui dépasse. Mais en même temps, on n'a pas besoin. Je veux dire, quand on traite de sujets aussi sensibles, je pense que c'est plus compliqué d'en enlever que d'en rajouter, parce qu'après on peut noyer les choses, on peut noyer les discours, on peut noyer les propos sous 12 000 techniques. Le plus dur, c'est vraiment d'arriver à l'essentiel et que la pièce qu'on va voir, elle nous parle. Voilà, mais ça c'est aussi c'est pour ça qu'on n'a pas
par rapport à d'autres artistes, par exemple, on n'a pas une production démesurée, mais on essaie d'arriver à cette justesse à chaque fois qui fait que voilà, on arrive à l'essentiel et à ni plus ni moins, le propos tient, le concept tient et terminé. Quoi. Voilà, ça c'est assez compliqué, mais oui, évidemment, on pourrait tomber évidemment sur des trucs avec une surcharge, on pourrait rajouter, mais c'est straight to the game, quoi. Voilà, c'est des sujets sensibles et on n'est pas là, c'est pas le carnaval, quoi. Voilà. Mais alors, comment fait-on quand on vient du street art, justement, pour arriver à enlever plutôt que d'ajouter, parce que l'impression qu'on a avec le street art, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est plutôt de s'étendre et d'en mettre partout. Oui, disons que le passage, il a été simple. C'est-à-dire que à partir du moment... ce que je reproche au street art, d'une manière générale, c'est que ce passage en galerie qui moi me débecte. Voilà, c'est qu'à un moment, les choses, je pense que tous les croisements ne sont pas bons. C'est-à-dire que ce qui est fait dans la rue, techniquement, est fait pour être dans la rue, et si on le met dans une galerie, ça perd complètement de son sens. Alors après, il y a certains artistes qui le font que j'aime beaucoup, mais voilà, moi j'ai ce problème. Je suis assez carré sur. Pour moi, le street art reste dans la rue et voilà. Mais là, ce qui moi m'a apporté beaucoup, c'est les sensations et le regard qu'on a pendant qu'on agit. C'est-à-dire qu'il y a des situations un peu de stress, un peu compliquées. On regarde pas les mêmes choses que dans la journée. Par exemple, si vous allez vous balader dans la rue, qu'il y a des caméras, techniquement vous vous en foutez. Mais si vous allez faire quelque chose à 2h du matin et qu'il y a une caméra, on s'attarde pas sur la même chose. Donc c'est entre cette adrénaline, cet environnement, le comportement des gens est différent la nuit aussi que la journée. Et en fait, c'est tout ce potentiel d'émotion et d'analyse qu'on essaie qui moi m'a servi en fait et même l'analyse sociale le comportement des gens. Je veux dire, il y a des comportements la nuit que les gens n'auront pas la journée. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant et c'est là-dessus que moi je me suis inspiré, qui m'a nourri dans mon travail et dans le duo que j'ai avec Stéphanie. Et donc j'ai oublié ma question. C'est embêtant. Oui, oui, c'était une question et une remarque en fait, et je pense que c'est tout ce que j'adore quelque part dans l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il y a une pièce, il y a quelque chose qu'on regarde, il y a une première lecture qui est assez visuelle, et il y a une deuxième lecture qui est beaucoup plus intellectuelle, qui est beaucoup plus liée sur la compréhension de l'œuvre et l'histoire derrière l'œuvre. Et ça, c'est très bien illustré dans vos œuvres. Il y a vraiment une deuxième lecture, et si on pousse, il y a toute une histoire qui est liée à l'anxiété, qui est liée à votre duo, cette fascination pour les sillons tracés, pour l'enfermement. Donc moi, c'est plus une remarque qu'une question, mais je pense que c'est ce que j'aime dans l'art contemporain. C'est aussi cette deuxième lecture qui est pas toujours facile. Et il faut prendre le temps de faire le pas. La difficulté, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au côté frontal ou documentaire de la chose, c'est qu'en fait, à la base, l'artiste est là plus pour poser des questions que donner des réponses. Donc effectivement, quand on pointe du doigt un problème, un regard ou un constat, c'est comment ce qu'on appelle avec Stéphanie, on a un langage à nous qui s'appelle twister. Comment est-ce que ce constat, on le twiste de manière à ce que l'histoire reste là, mais qu'en même temps, ça touche l'universel. Parce qu'en fait, ce sont jamais tous nos travaux ne sont pas... Il y a toujours une histoire derrière, ou un constat, ou un milieu dans lequel j'ai fait des travaux aussi en Russie, ou au Japon, où je suis allé travailler dans un centre d'aide aux personnes en difficulté à Sanya, donc c'est dans un quartier de Tokyo. J'ai travaillé là pendant 2 mois comme bénévole. Je voulais vraiment comprendre des choses parce que c'est une espèce de ghetto en fait au Japon. Par exemple, il y a des ghettos, personne ne le sait, mais il y a des ghettos. Et donc j'ai été travailler là, Stéphanie Marjan, on a travaillé là tous les deux. Et donc c'est comment est-ce que de ces constats, avec cette petite histoire derrière, on arrive à trouver quelque chose qui puisse parler à tout le monde. Et ça c'est vraiment je veux dire un peu la marque de notre travail.
c'est de comment d'un détail on touche l'universel. On essaye, c'est un peu comme à la pêche, c'est-à-dire que le visiteur, on lui donne un hameçon avec quelque chose qu'il connaît, et ensuite on le ferre un peu et on l'emmène dans quelque chose où il comprend plus ce qui se passe, quoi. Et dans des jeux de regard, en fait, sur des situations auxquelles il s'attendait pas. Voilà. Et ça, c'est un peu l'exercice auquel on s'amuse avec Steph. Et donc ça, c'est des photos, c'est ça? Non, ça, ce sont des vidéos. Des vidéos. Un vidéo stills de Totten Towns. Voilà, Totten Towns. Cette vidéo, par exemple, elle est née juste d'une phrase qui s'appelle l'overdose. En fait, dans le langage des toxicomanes, ça s'appelle le golden shoot. Et donc, quand on nous a expliqué que sur une table, il y avait eu un golden shoot, je dis golden shoot, faut qu'on m'explique. On me dit non, mais c'est l'overdose. Alors effectivement, il y a le côté waouh, golden shoot, et en même temps, quand vous voyez quelqu'un faire une overdose, c'est assez moyen quand même quand on voit ça. Donc du coup, il y avait cette espèce d'opposition entre un terme assez sexy, rock'n'roll, glitter, voilà. Et donc en fait, la suite, c'est qu'on s'est intéressé aux danses macabres. Et en fait, on s'est rendu compte mais l'histoire des danses macabres, c'était d'expliquer au peuple que la mort ou le destin ne faisait pas de différence entre deux classes sociales. C'est pour ça que vous avez le paysan, vous avez un prince, un empereur, le pape, enfin voilà, il y a toute la clique qui est là. Et quand on a travaillé dans le centre de shoot, on s'est rendu compte que c'était pas ce que les gens pensaient. C'était pas que des SDF ou des gens qui étaient en décrochage social. Il y avait des pères de famille, il y a des sportifs de haut niveau, il y a des ingénieurs, il y a des chauffeurs de bus, il y a des banquiers, il y a des SDF, il y a des jeunes. Ça touche toutes les couches de la société, de toute façon. Et donc, du coup, de ce constat que nous, on a fait dans le centre de shoot et des danses macabres, on a décidé, on s'est dit, mais c'est exactement pareil, en fait. La drogue ou l'addiction, l'enfermement psychologique ne fait pas de différence de classe sociale non plus. Et donc, du coup, on a mixé les danses macabres avec le golden shoot. Et cette danse, en fait, qui dure 9 minutes, donc c'est une vidéo, on voit juste les pierres, qui fait une danse macabre sur ce lit de paillettes dorées qui est le golden shoot, et qui au fur et à mesure en fait de la danse, les paillettes commencent à contaminer le pied du danseur. Et de la musique, c'est de Camille Saint-Saëns, donc la danse macabre. Voilà, donc c'est la musique classique. Et en fait, il y a une désynchronisation aussi entre la musique et les mouvements du danseur. Et au fur et à mesure, on voit les pieds en fait qui commencent à se contaminer petit à petit. Qui est aussi un peu comme l'addiction, c'est-à-dire plus on essaye de les enlever, plus des fois on s'en colle, quoi. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux de lecture pour cette vidéo. Et voilà, donc voilà, il y a toujours des histoires, des contes aussi, des références médiévaux. Oui. Voilà, mais on s'est rendu compte qu'au final, le monde n'avait pas spécialement évolué. Ils sont toujours populaires, ils sont toujours riches, et on meurt tous. Et voilà. Donc, au final, c'est pas parce que maintenant on a Internet et que ça change absolument rien. Le regard de l'autre, quand il y a des moments quand on devient étranger dans le regard de l'autre, en fait, je crois que c'est le seul truc qui a jamais changé depuis depuis que le monde est monde. Alors, depuis le début de l'humanité. Donc, pour revenir à l'exposition, on va vous laisser, David, finir cet accrochage pour que vous soyez en temps et en heure pour demain soir. Et le 12, on rappelle, donc l'exposition, c'est Island, qui se tiendra à la galerie Albert Barognan à Bruxelles. Exactement. On va faire le déplacement à Bruxelles. 18 avril. Jusqu'au 18 avril, ouais. Et on a tourné un film sur le projet Cosmographia qui sera visible sur Internet prochainement. Voilà. Sur votre site ? Sur Vimeo, voilà, sur notre site aussi, voilà. D'accord, on vous donnera le lien dans une prochaine émission, voilà, quand ok. nous le verrons. Eh bien, merci beaucoup, David, encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et pas de bêtises. Merci beaucoup. Et vous saluez Stéphanie pour nous. Voilà. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Bon montage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous allons donc continuer après cette partie création contemporaine sur un petit tour des galeries, des actus d'expos en tout genre.
Catherine. Il y avait quoi? On avait vu pas mal de choses. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe? On parle de dessin contemporain ou on en parle après? Non, on parle des actus galeries. Ah non, on peut parler du dessin contemporain, tout à fait. Alors, il y a le salon du dessin contemporain qui est du 25 au 29 mars au Carreau du Temple. Donc, c'est énorme. Il y a 73 galeries. Il y a plus de 400 artistes de présentiers. C'est la 9e édition et le Carreau du Temple a été refait, bien sûr, comme tout le monde le sait. Donc c'est sur les 2 étages, c'est magnifique. Donc voilà, donc ça démarre le 25 et ça se termine le 29 mars. Absolument. Et c'est différent de Drawing Now? Non. C'est la même chose, sauf que moi, mon anglais étant vraiment pitoyable, je ne l'ai pas dit en français. Je ne l'ai pas dit en anglais, mais en français. Alors effectivement, c'est la même chose que Drawing Now. Et surtout, effectivement, oui, en parlant du dessin, ça va être la saison des salons pour le mois de mars à Paris, puisqu'il y a donc ce salon du dessin contemporain. Il y en a un autre un peu qui se présente comme un salon off qui s'appelle Des Dessins, qui a lieu à l'atelier Richelieu, aux mêmes dates. Ouais. Voilà. Il y a le Palais Brognard aussi. Alors le Palais Brognard, ça c'est le salon du dessin. Ouais. Alors ça c'est le salon du dessin commence à s'ouvrir au contemporain, mais c'est déjà un peu le très très haut niveau. C'est le dessin ancien principalement, moderne. Contemporain un peu, mais contemporain on va dire classique, donc avec les valeurs sûres qui sont déjà très chères du coup. Et il y a une rencontre destinée au dessin d'architecte sur 2 jours, j'ai vu ça. Oui, cette année je crois qu'il y a une thématique. Alors moi j'aime bien sur le dessin, ce que j'aime bien dans le dessin, c'est que c'est quand même accessible, plus accessible que du contemporain, peinture ou installation, sculpture et autres. Donc c'est toujours je le répète souvent, mais c'est toujours très sympa comme expo, comme salon, parce que on peut se faire plaisir. Oui. Hein, c'est plus accessible. En termes de prix, tout à fait. Et puis même, on rentre vraiment dans le côté création pure de l'artiste. On sent le trait. Voilà, il y a quelque chose de très affectif sur le dessin. Il y a d'autres salons. Je vois la fiche de Catherine. Il y a aussi le fameux pad. Le pad aux Tuileries. Donc ça, c'est du design, non? Alors le pad, c'est anciennement le pavillon des arts et du design. Et des bijoux, du design et de l'art déco. C'est du 26 au 29 mars. Aussi, alors évidemment les organisateurs ont préféré appeler ça PAD plutôt que Pavillon des Arts. Alors PAD, moi personnellement ça ne me parle pas, mais plutôt que Pavillon des Arts et du Design, peut-être trop explicite. C'est un salon effectivement plutôt, on va dire... sans être péjoratif, moi je vais dire ça un peu salon des antiquaires, puisqu'il y a, il y a du mobilier, il y a du design, quelques galeries de design un peu effectivement, quelques galeries spécialisées en peinture, mais c'est plutôt de la peinture d'après-guerre, et notamment on trouve pas mal de deuxième école de Paris, donc du Georges Mathieu, du Atlan. Voilà pour un peu ce salon qui est plutôt plaisant, qui est aux Tuileries, donc dans les grandes... C'est agréable en plus, on peut se prendre tentes, absolument. Et puis évidemment, Art Paris. Art Paris fin mars. Fin mars aussi, ça doit être... je crois que les dates, 26 au 29 mars aussi. Tout est regroupé. Oui, tout est regroupé, oui. Cette année, c'est... Voilà, donc comment positionner Art Paris par rapport à une FIAC? C'est beaucoup plus accessible, plus ouvert. Plus accessible, plus ouvert... En fait, peut-être moins international, je ne sais pas. Art Paris a beaucoup souffert du côté FIAC bis, justement. Tout le monde disait que c'était un peu une FIAC de printemps. Je crois que là maintenant ils ont trouvé un rythme de croisière. Ils se sont un peu différenciés, puisqu'évidemment ils n'ont pas la force de frappe de la FIAC, ni l'aura peut-être, mais voilà, ils font leur petit bonhomme de chemin. Avec cette année, comme déjà l'année dernière, il y avait eu un pays invité. Une scène artistique invitée. Là, cette année, c'est Singapour, donc il y a plusieurs galeries singapouriennes qui vont venir. Je crois que c'est l'ordre de la dizaine. Et puis, certains galeristes, alors français ou autres, européens ou internationaux, vont aussi présenter des artistes d'origine singapourienne. Je pense à Nathalie Obadia qui présente Manuel Ocampo, qui est un artiste singapourien. Voilà, et donc ça permet effectivement de faire un focus sur des scènes dites émergentes,
Voilà, et puis ça reste un salon de printemps, effectivement, plutôt agréable, toujours au Grand Palais. Et peut-être un peu plus accessible que la FIAC. Plus accessible, et là cette année ils ont effectivement encore fait un choix, enfin encore une sélection de galeries un peu, voilà, ils commencent à écrémer. Voilà, le problème d'Art Paris à un moment, c'est qu'effectivement certaines galeries n'étaient pas au niveau des autres, donc il y a un problème de positionnement aussi. Ce qui permet du coup d'avoir, donc on en est à Art Paris, qu'est-ce qu'on aurait oublié encore? Il y a un nouveau salon qui se crée cette année, c'est Paris Beaux-Arts. Là, pour le coup, voilà, c'est très antiquaire, puisque c'est sous l'égide du Syndicat national des antiquaires. C'est pour faire un peu comme une biennale bis. Voilà, une espèce d'alternative, avec des objets beaucoup moins prestigieux, certes, mais voilà, avec là, pour le coup, encore une grande place donnée au mobilier 18e et autres. Et là, Paris Beaux-Arts... Ça démarre, c'est de quand à quand? Ça démarre bientôt? Oui, c'est bientôt, c'est pareil, c'est 26-29, mais alors je suis en train de chercher le lieu qui m'échappe, et je crois que c'est Carrousel du Louvre. D'accord. Voilà, puisque sinon tous les autres lieux sont pris quand même. Donc, donc voilà, donc ça fait effectivement une actualité un peu riche, un peu remplie pour tous ces salons. Très bien, moi j'ai une petite annonce à passer. Le mois dernier, on avait parlé de Guerre et beauté d'une photographe qui s'appelle Françoise Spiker-Meyer, qui exposait dans la MM Galerie rue des Blancs-Manteaux. Et en fait, malheureusement, Martine Ménard, qui était sculptrice, est décédée. Et en fait, Emmanuel Pierre, avec qui elle était associée, voudrait continuer, dans la continuité, parce qu'il y a des expositions prévues jusqu'au mois d'octobre. Du coup, il recherche une salle d'exposition, une galerie, rive droite, au Marais, entre 70 et 100 mètres carrés. Donc, si jamais vous entendez parler d'un endroit qui se libère, donc n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@emmanuelpierre.com, E2MANUEL Pierre PIE2RE.com. Merci. Voilà, en espérant effectivement que la programmation pourra continuer pour cette Oui, galerie. parce que ça vaut le coup. Et puis en même temps, Martine Ménard était une céramiste de talent, et ça serait bien qu'on puisse encore continuer à l'exposer. Voilà. Donc pour les actualités du moment. Donc, est-ce que tu avais autre chose, Catherine? Énorme, il y a plein de choses, mais c'est énorme. Donc on reviendra peut-être le mois prochain, parce qu'il y a des choses qui vont démarrer bientôt. Mais c'est vrai que ça afflue, là. C'est le printemps, ça bouillonne. Oui, ça bouillonne, ça y est. C'est ça. Alors on va suivre après un petit jingle avec deux grandes expos, Palais de Tokyo et Pinakothek. Tout à fait. Alors, on commence avec le Palais de Tokyo. Oui, commençons par le Palais de Tokyo. Donc, l'exposition... Alors, il y a plusieurs expos. Voilà, plus précisément, ce sont les expositions qui ont un titre générique, Le bord des mondes. Voilà, avec donc une exposition de Takis et une autre de Bouchra Khalili. Foreign Office, voilà. Et puis des modules, évidemment, de la Fondation Berger Saint-Laurent, avec des jeunes qui mettent l'accent sur des jeunes artistes, Marius Nadal et Clément Richem. Voilà, donc là, nous voyons les expositions. C'est magnifique. Ça fait partie de l'exposition Le bord du monde. Oui. Ça. En fait, il y a deux expos. Enfin, c'est bien séparé. C'est bien séparé. Le bord des mondes et Takis. Voilà, c'est ça. C'est deux choses différentes. Et dans le bord des mondes, c'est plusieurs expos? Je l'ai pas. C'est plusieurs. Moi, j'ai passé 3 heures. Donc, franchement, il faut passer 3 heures. Ouais. Donc, d'abord parce que le lieu, il est tellement agréable, c'est dégagé, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, il y a du monde, mais en même temps, on ne s'en rend pas compte. Que ça brasse plein de créations. C'est magnifique. Ça se déplace normalement au bord de la mer, au bord de l'eau avec le vent. Donc c'est une espèce d'énorme structure, légère en même temps. Il y a vraiment des choses étonnantes à voir. Donc c'est des recherches et inventions au-delà du territoire traditionnel de l'art. Donc ça va dans tous les sens. Mais on est étonné, amusé, ému.
Franchement, moi j'ai pris un grand plaisir. Ça c'est ce qu'on voit là. C'est Kenji Kawakami, c'est l'inventeur des Shindogu. Ou Shindogu, je pense que ça se prononce comme ça. Des inventions inutilisables mais utiles. Réflexion sur le consumérisme et le matérialisme dans la vie moderne. Et donc on a par exemple des chaussures parapluies, donc des chaussures qu'on enfile. Il y a 2 parapluies dessus pour pas mouiller. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses très drôles, pleines d'humour. Voilà, moi j'ai vraiment craqué dessus. Il y a aussi une femme qui s'appelle Roselyne Fischer, qui en fait a fait une étude à partir des larmes. Elle a pris une centaine de larmes, elle les a mises, elle les a passées en photo. Elle fait de la macro et de la micro-photo, et elle les a mis entre 2 plaques, et ensuite elle a photographié, et ce qui fait que ça donne des modules, enfin les lames de verre sont photographiées, ça donne des espèces de paysages, de formes. C'est très très beau, avec très étonnant. Les larmes. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une jolie. Très poétique. Très poétique. Oui, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, parce que j'avais vu la précédente qui s'appelait Borderline au Palais de Tokyo. Ouais. C'était l'art contemporain mais assez trash. Donc, D'accord. Ça a l'air de bien équilibré. Oui, avec il y a des choses rigolotes. Pardon. Non, pardon, je revenais sur les photos. Je ne suis pas sûr qu'on ait les photos justement des larmes. C'est dommage. Ouais, bon, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment joli. Mais c'est à voir, c'est à découvrir. On va pas tout faire. C'est ça, voilà. Il faut laisser un peu de magie. Allez au Palais de Tokyo. Voilà, il y a un film alors il y a des choses différentes, par exemple sur la SAP. Vous savez ce que c'est la SAP? Non. Ah oui, c'est... Société des ambianceurs et personnes élégantes. Voilà. Donc c'est né à Brazzaville. Voilà, c'est ça. Et il y a tout un film où il y a l'interview d'un des papes de la SAP. Et la SAP s'est réinventé son identité par rapport à sa tenue. Donc c'est comme c'est leur culture. Enfin, c'est très très drôle. C'est au rang du langage, etc. Et enfin, je continue, je m'emballe un peu. Non, mais vas-y Catherine, il y a autre chose, ça s'appelle le langage des oiseaux. C'est de Kuzdili, donc ça se passe en Turquie. Et il y a 400 ans, il y a un langage qui a été créé pour les gens qui travaillaient dans le milieu agricole, qui travaillaient sur des montagnes, et pour pouvoir se parler et communiquer. Donc en fait, c'est un langage, c'est comme le langage des oiseaux. Et il y a 3 écrans où en fait, on se retrouve dans la situation d'écouter et de voir la réaction de chaque personne qui se parle comme ça. Et ça dure toujours, ce langage existe encore. J'ai trouvé ça très joli. Voilà. Et alors pour la petite histoire, justement, c'est le point de départ de l'exposition, cette découverte de ce langage. Ah, d'accord. Voilà, les commissaires d'expo avaient été fascinés en allant en Turquie, justement, à découvrir ce langage qui se faisait comme un langage d'oiseau. Bien sûr, un langage propre à cette partie, enfin à cette région, voilà, et ils avaient décidé de travailler sur cette communication, sur ce. Franchement, c'est bien fait, et du coup on est vraiment plongé, et on reste fasciné par la réponse des uns et des autres, des enfants qui connaissent ce langage. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment vraiment agréable. Belle expo. D'où les 3 heures. Voilà. Dans l'expo. Voilà. D'où les 3 heures dans l'expo. Le Palais de Tokyo, c'est grand. Donc. Et donc la deuxième expo, c'est Takis. Oui. Et là, c'est le domaine des champs magnétiques. J'ai cru comprendre, puisque énergie des champs magnétiques est le titre de l'expo. Takis, qui est grec, je crois. Oui. Avec un nom comme ça, oui. Voilà. Et donc, il y a j'ai cru comprendre. C'est un ami du chant. Je crois. Oui, parce que c'est un artiste effectivement déjà bien implanté, un grand artiste contemporain, qui du coup n'est plus tout jeune non plus. Il a 90 ans. Oui. Mais qui continue effectivement à créer et à faire cette expo justement champ magnétique. À voir s'il vous reste encore un peu de force après le bord des mondes. Ah si, c'est bien. Non, si, on peut se poser là-bas. En plus. Oui, en plus. Et alors, du coup, Duchamp, il y a une dédicace sur un mur de Duchamp qui dit « Takis, gai laboureur des champs magnétiques et indicateur des chemins de fer doux ». Je trouvais ça très joli. Voilà. C'est très bien dit. C'est très bien dit. On peut pas dire mieux. Voilà, c'est bon. Voilà ce qu'on peut dire de cette exposition qui est vraiment à voir. Donc l'exposition a lieu jusqu'au 17 mai. Voilà, c'est ça, 18 février au 17 mai.
Donc vous avez encore un petit peu de temps. Avec, effectivement, je vous parlais des modules du Palais de Tokyo. Donc ça, c'est pour la jeune création avec Marie-Luce Nadal et Clément Richem. Ça, c'est un peu plus court en temps. Ça finit le 29 mars. Voilà, c'est une programmation un peu plus restreinte, resserrée. Voilà, donc le Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement. Ça permet aussi d'aller au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris à côté. Au Musée Galliera en face. Galliera, voilà, tout Galliera, à fait. voilà. Galliera. Qui a aussi une exposition Lanvin en ce moment. Voilà, sur Jeanne Lanvin, qui a été là pour le coup aussi c'est intéressant puisque Lanvin était une grande mécène. Voilà, elle a eu pas mal de mobilier, notamment de Armand Alberto. Elle faisait faire ses intérieurs donc par les grands designers de l'époque. Donc voilà, c'est plutôt une belle exposition aussi à découvrir. Et puis au Palais de Tokyo toujours, il y a beaucoup d'animations pour les enfants. Donc faut vraiment pas hésiter à se déplacer avec ses enfants parce qu'il y a des modules d'animation, c'est vraiment bien fait. Voilà. Et ça, on reviendra peut-être sur justement sur les enfants, sur les animations dans l'émission d'avril, puisque voilà. Ça serait une bonne idée. Parce qu'il va y avoir Pâques. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Donc en dehors des œufs et d'aller chercher des œufs, on peut aller aussi chercher de l'art un petit peu partout. Voilà, exactement. Nourriture spirituelle. Je sais pas ce que les enfants préfèrent, mais entre le chocolat et on peut allier les deux. Oui, c'est vrai. Ah ouais, l'imaginaire, les enfants, bien sûr. Avec un bout de chocolat quand même. En récompense. Si tu es sage, tu auras ton chocolat. Alors, je vous propose peut-être après un petit jingle de passer à la Pinacothèque. Oui, avec l'exposition Klimt. Au temps de Klimt, la sécession à Vienne. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet de l'exposition, on va remettre en contexte de l'époque un peu ce qu'était la sécession, ce qu'était Vienne à l'époque. Alors la sécession, là on parle effectivement de l'époque de Klimt, donc c'est la fin du 19e, début du 20e, avant la Première Guerre mondiale. Voilà, Klimt, 1862-1918. Voilà. Donc c'est exactement ça. On se retrouve dans une époque, dans une transition. L'Autriche est encore un empire, l'empire austro-hongrois. Vienne est donc une capitale importante. Les empereurs d'Autriche-Hongrie sont quand même bien présents, et on est encore sur des styles. Alors pour ce qui est de l'art, on est sur des styles. Alors en décoration d'intérieur, on est ce qu'on appelle sur un style Biedermeier, donc quelque chose de très classique, très néoclassique. Voilà, les intérieurs très bourgeois, évidemment. Et en peinture, des choses très académiques, mais comme on peut aussi trouver en France à la fin du 19e, avec les pompiers notamment. Voilà. Et donc le Klimt et d'autres artistes comme Koloman Moser, il y a aussi Egon Schiele, toute cette avant-garde, voilà, puisque on parle vraiment d'avant-garde là pour le coup, décide de s'attaquer un petit peu à tout, et notamment aux arts décoratifs aussi, et à la peinture. Et voilà, on se retrouve donc avec des codes un peu bousculés, et ce qui va donner naissance alors au style sécession pour Vienne. Là on voit une broche de Koloman Moser, et qui se rapproche qui est très très proche de l'art nouveau et de l'art déco après. Voilà. Oui, on est vraiment sur des choses. La sécession est un peu particulière, mais effectivement ça va coïncider avec l'art nouveau. Et peut-on parler c'est un petit peu entre l'académiste et l'expressionnisme. Peut-on parler d'expressionnisme un peu ou pas? Oui, parce que c'est le démarrage, c'est le mouvement qui est à l'origine, c'est le mouvement qui est à l'origine de l'expressionnisme. Absolument, oui. Oui, d'accord. On est sur l'expressionnisme, mais alors effectivement, on est aussi sur des choses qu'on retrouve notamment chez les post-impressionnistes pour la France, avec du japonisme, avec toutes ces influences. En fait, c'est vraiment, on se retrouve avec au carrefour de toutes ces influences. On s'intéresse à l'ailleurs, donc on s'intéresse à ce qui se passe au Japon, on s'intéresse aussi aux effets de matière, ce qui fait que par exemple chez Klimt, on voyait la Judith de Klimt, on se retrouve avec des influences vraiment sur le papier, comme des influences de papier peint. On a vraiment un travail sur le motif qui est important. Voilà, et surtout ça présente aussi le fait que les artistes sont un peu touche à tout, c'est-à-dire que
Voilà, ils vont plus seulement être peintres, mais ils vont vouloir aussi faire du mobilier, ils vont aussi éditer des tissus, voilà, il va y avoir tout un mouvement. Les bijoux. Voilà, un peu comme le mouvement Arts and Crafts pour les Anglais, voilà, c'est tous ces styles qui se retrouvent pour essayer de dépoussiérer un peu, voilà, là on est sur un portrait, alors voilà, là on a une maquette. Là c'est la frise en fait. Alors là je vous coupe, c'est la maquette de Sécession. Alors voilà. Sécession c'est le nom du mouvement, mais c'est aussi donc le nom de ce bâtiment. Tout à fait. Et en fait je parle de la frise parce que sur le mur en fait à la Pinacothèque, ils ont reproduit la frise dans toute sa longueur. Donc on parle de la frise Beethoven, c'est ça? Voilà, tout à fait. Beethoven qui a été faite par Klimt pour ce bâtiment, donc le bâtiment Sécession qui est à Vienne, qui est très connu. Alors là, on n'a que la maquette, on n'a pas le toit. Et quand on le voit, elle est bien faite. Hein. Elle est. Ouais, elle est bien faite. Ouais. Non, c'est vraiment. Ça donne une image. C'était en 1902, la frise Beethoven, je crois avoir lu. C'est ça. Et le pavillon Sécession, effectivement, est très connu à Vienne. C'est un des bâtiments emblématiques. C'est ce bâtiment blanc surmonté d'une jolie coupole. Donc voilà, on n'a pas de photo là, mais voilà, ça donne cette frise Beethoven, effectivement, qui avait été créée pour, voilà, on se retrouve avec cette volonté de décorer, mais aussi de recréer des intérieurs complets avec peinture, mobilier, qui ont été pensés uniquement pour le lieu. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que, d'abord, quand on va à la Pinacothèque, il y a un monde complètement fou, donc là, il faut s'armer de patience, il y a une queue improbable. Et quand on voit les affiches dans le métro, c'est vrai que le nom de Klimt ressort énormément. Et dans la queue, les gens disaient mais on va avoir une expo sur Klimt. En fait, il faut pas s'attendre à avoir une expo que des œuvres de Klimt, mais c'est sur le mouvement. Et en fait, ça vraiment, il faut bien s'en rendre compte, parce qu'il y a des gens qui étaient même à l'intérieur, qui étaient pas déçus, mais disaient tiens, c'est fou, il n'y a pas assez. Donc voilà, donc c'est bien sur le mouvement, la Sécession à Vienne du temps de Klimt. Absolument, voilà. Parce que c'est le. C'est le reproche qu'on peut faire effectivement à la Pinacothèque pour le coup. Alors c'est toujours très bien vu parce qu'en stratégie marketing ils sont très forts, c'est-à-dire qu'évidemment, voilà, l'affiche on la voit, la première chose qu'on voit c'est Klimt. Voilà. Et évidemment ce qu'il faut lire c'est autant d'eux, parce qu'on se doute bien que Klimt. Et là j'étais surpris parce qu'il y a quand même la Judith qui appartient donc aux collections. Oui, je crois que c'est la dernière fois avant 10 ans, la dernière fois en France, qu'elle est exposée. Absolument. Donc il y a quand même ils ont réussi à avoir quelques chefs-d'œuvre. Ce qui n'est pas toujours évident pour les expos de la Pinacothèque, où ils partent effectivement d'un grand nom, en obtenant des toiles relativement modestes. On va dire ça comme ça, si ce n'est pas les croûtes du peintre. Je me souviens d'une expo Rembrandt, en fait, c'est pour ça. Ils avaient fait une expo au temps de Rembrandt déjà, et malheureusement, les Rembrandt étaient... Ils avaient fait Van Gogh avec des estampes japonaises. Oui, alors il y avait plus d'estampes japonaises que de Van Gogh. Mais c'est toujours le même principe, Ils avaient fait l'armée de terre cuite, l'armée de Qin Shi Huangdi. L'armée chinoise, évidemment il n'y avait que très peu de statues en terre cuite, mais de toute façon le lieu est quand même assez difficile, il n'est pas très très grand, un peu biscornu. Ils l'ont agrandi, ils l'ont en face. Ils ont même fait un petit bar et tout. Absolument. Non mais ça fait un peu hall de gare. Voilà, moi ce que je reproche c'est qu'il y a beaucoup de monde et que ça fait vraiment. C'est comme s'il y avait des quarts de visiteurs qui arrivaient. Quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Néanmoins, il y a des œuvres qui sont intéressantes. Sa vie est bien détaillée, je trouve. Il y a des œuvres de ses frères. Oui, aussi. Qui sont présentés. Il y a Oskar Kokoschka, moi j'aime bien, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà, il y a 2 ou 3 tableaux. Non, voilà, moi Plus, il y a quand même 2 œuvres mythiques qui sont La Frise, Beethoven et Judith. Voilà, Judith qui est l'œuvre que l'on voit à l'écran. La frise, c'est quand même juste une reproduction quand même. Ah d'accord. C'est pas la frise. Non, la frise Beethoven ne bouge pas. Elle bouge pas, bien sûr. Donc là, effectivement, c'est une reproduction. Elle est représentée à l'échelle, la frise Beethoven, voilà. D'accord, donc Judith. Judith. On s'arrête sur Judith. Il faut y aller pour Judith, il faut y aller aussi pour les bijoux de Koloman Moser, là par exemple, qu'on montrait tout à l'heure, puisque c'est vraiment le symbole de cette époque où les artistes s'ouvrent à tout, ils touchent à tout, il n'y a plus de notion entre art
art et artisanat, on se retrouve vraiment avec des petites choses comme ça, voilà, des broches qui sont... c'est joli, hein, il y en a des très, belles. très belles, Hein. Oui, il y en a des très belles. Oui, je vois que Catherine a craqué. Ça, c'est... Oui. Voilà, mais bon, effectivement, la Pinacothèque étant un lieu privé, évidemment, ça explique le prix d'entrée qui est quand même relativement élevé. C'est assez élevé, c'est vrai. C'est vrai, c'est 14 € l'entrée. 14 € l'entrée, et puis évidemment toutes ces techniques marketing mises en place pour que les gens viennent voir. En fait, voilà, oui, c'est dommage, il mais... y avait même pas d'une petite plaquette ou une petite. Non, il fallait acheter le livre qui valait 45 ou 49 €. Donc c'est vrai, c'est pas accessible à tout le monde. Voilà, bon, c'est tout. Et sinon, non, faut la faire quand même. Mais voilà, oui, parce que là, on a quand même monté l'exposition. Mais non, mais elle est là. Elle est à faire. Bon, voilà, il faut juste savoir que c'est pas une expo Klimt, c'est pas forcément les chefs-d'œuvre, mais au moins ça donne un bon cadre pour l'époque. Tout à fait. Bon, super, il faut quand même y aller. Bien sûr, il faut y aller, mais oui. Oui, allez-y quand même. Alors, je vous propose, parce qu'il y a trop de monde, c'est petit, c'est très cher. On arrive à la fin de l'émission, donc je vous propose de passer au sujet suivant et parler de la Biennale du Design à Saint-Étienne. La Biennale du Design de Saint-Étienne. Je vais découvrir alors. Alors là, peut-être qu'on va en parler juste très très rapidement. La Biennale commence là cette semaine, pour se terminer au mois de mai, le 17 mai je crois. Voilà, la Biennale, c'est toute la ville de Saint-Étienne qui vibre pour le design pendant cette période-là. Saint-Étienne a choisi, effectivement la ville de Saint-Étienne, l'agglomération, a choisi de faire le pari du design pour se relancer, pour qu'on parle d'elle. Depuis assez longtemps maintenant, non ? Oui, depuis quelques années maintenant, depuis une quinzaine d'années. Ce qui fait que, effectivement, par exemple, ce qui est assez surprenant quand on va à Saint-Étienne, c'est qu'il y a plein de boutiques de design. Et il y a maintenant la Cité du Design, qui a été elle inaugurée maintenant il y a 3-4 ans, qui regroupe aussi une école de design, enfin une école d'art et de design, l'école supérieure de Saint-Étienne, et puis donc des lieux d'exposition, enfin un grand hall d'exposition, là où se tient effectivement le principal de la Biennale. Et donc Alors on avait le site internet peut-être de la Biennale, mais bon, c'est pas non plus... Et donc on peut y voir du design contemporain, mais aussi les grands classiques du design, j'imagine. Alors oui, il y a des expositions thématiques qui ont été confiées soit à des commissaires d'exposition indépendants. Il y a aussi effectivement l'idée, c'est de faire émerger des nouveaux talents. Donc il y a aussi une exposition sur les étudiants de l'école de design. Et là cette année, le thème c'est l'essence du design. Alors c'est pas l'essence, c'est plus loin sens du design. Voilà, donc avec 4 expositions principales qui balayent effectivement. Alors ce qui est bien dans cette biennale, c'est qu'on met en perspective des designers déjà connus, des pièces emblématiques du design, avec justement des nouvelles tendances et voilà. On n'est pas sur un salon de design, mais on est vraiment sur de la découverte. Voilà. Très bien. La Biennale, donc à Saint-Étienne, Biennale du Design. Voilà, Biennale de Saint-Étienne, ça permet de faire un petit week-end jusqu'au 17 mai. Voilà, ça... Je dis pas de bêtises. Voilà. Ça conclut notre émission. Tout à fait. Pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans un mois. Eh bien, on se retrouve dans un mois, à la même heure. Voilà, et vous pouvez continuer à discuter avec nous via les réseaux sociaux, en particulier Twitter, #WatchTV, Coupfield, @Coupfield. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera dans un mois. À bientôt. À bientôt. À bientôt.